Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir Joseph Massescaron. Bonsoir. Écrivain, essayiste. Bonsoir à Philippe Guibert. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique. Bonsoir à mon confrère Louis Osalter. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro. Vous signez ce matin cet article. Enjeux diplomatiques. Tension française autour d'Emmanuel Macron, les coulisses d'une guerre des lignes sur le Proche-Orient. Guerre des lignes, pourquoi ? Parce que le chef de l'État serait, selon ce qu'on peut lire ce matin, influé de part et d'autre, c'est ça, par différents courants qui du coup aboutissent sur un en même temps qui pour le coup ne vient pas du président. Oui, alors là, en même temps, effectivement, il est propre à Emmanuel Macron. Mais sur un dossier, a fortiori sur un dossier comme celui du Proche-Orient, il est difficile de comprendre sa ligne, parce qu'elle est complexe. Alors, le dossier est complexe à sa décharge, effectivement, il n'est pas simple de résumer en 3 mots une position diplomatique française sur le Proche-Orient. Mais qu'est-ce qui fait la complexité de ce dossier quand on est président français ? Et il n'est pas le seul à devoir s'en emparer. C'est qu'en réalité, c'est pas d'abord un sujet de politique étrangère, c'est surtout un sujet de politique intérieure. Parce que ça touche à tellement de choses sur la scène politique et dans la société française, et on le voit, et vous en parlez sur votre antenne, comme l'ensemble des médias depuis le 7 octobre dernier, on a vu en un an à quel point ce conflit... Alors, on n'en parle pas de la même façon. Et rejaillissait, ouais. C'est bien normal, c'est le pluralisme médiatique, et heureusement qu'il existe, mais on voit bien à quel point nous on dit conflit, la vérité. Voilà. Il a rejailli sur la société française. Et ça, c'est un élément fondamental à gérer pour Emmanuel Macron. Quand sa cellule diplomatique lui recommande une ligne, quand lui-même dit des choses dans les enceintes internationales, quand il prend position, comme on l'a encore vu ce week-end, contre les livraisons d'armes à Israël, tout ça a forcément un écho, a forcément des répercussions sur la société française. D'abord parce que nous avons la population juive et la population musulmane la plus importante en Europe. Mais pas seulement pour ça, pas seulement pour des raisons communautaires, aussi parce que ce débat géopolitique qui a des décennies d'existence est un débat politique français. Et on le voit avec l'agitation dans les universités dont vous parlez, on le voit avec les grilles de lecture du conflit qui dépendent des familles politiques, on le voit avec tout ça. Le président s'entoure de conseillers et vous citez Emmanuel Bonne, qui est visiblement un de ses conseillers les plus assidus, qui lui a une doxa qui est une doxa assez ancienne, qui est celle aussi du Quai d'Orsay, qui est celle de la doxa pro-arabe, pro-pays arabe. Oui, alors Emmanuel Bonne, c'est le Sherpa du président, c'est son conseiller diplomatique en chef, donc c'est lui qui dirige la cellule qui, à l'Élysée, dans une annexe de l'Élysée, réunit les diplomates du président. Et Emmanuel Bonne, rue de l'Élysée d'ailleurs, c'est la petite rue qui jouxte l'Élysée sur le côté gauche. De ce qu'on appelle le palais d'Évreux, on est rue de l'Élysée, et là il y a les locaux de la cellule diplomatique. Exactement. Et le bureau d'Emmanuel Bonne. Ça fait 5 ans qu'il fait ça, donc il a quand même gagné de l'influence auprès du président. C'est vraiment lui qui a beaucoup en main la ligne du président sur les sujets internationaux. C'est un diplomate, Emmanuel Bonne, c'est un connaisseur, hein. Il a fait de la recherche dans ses plus jeunes années sur le Moyen-Orient. Il a été notamment ambassadeur de France à Beyrouth à la fin du quinquennat de François Hollande, parce qu'il a également servi à l'Élysée sous François Hollande. Et en tant que diplomate, bon connaisseur du Moyen-Orient, c'est vrai qu'il correspond plutôt à une ligne traditionnelle au Quai d'Orsay, qui est la politique pro-arabe, pour résumer, qui est de faire en sorte à ce que la France soit attentive aux opinions publiques de la rue arabe et des dirigeants arabes dans son appréhension du conflit au Moyen-Orient. Et ça a pris une accentuation encore plus vraie, on va dire, avec l'entrée en scène des affrontements au Liban. À partir du moment où Netanyahou menace de lancer les opérations, et il le fait d'ailleurs au sud du Liban, à partir du moment où le Hezbollah qui attaque Israël dès les suites du 7 octobre. Il ne faut pas oublier qu'Hezbollah procède à des opérations contre Israël il y a déjà 1 an. Donc ils se sont engouffrés dans le sillage des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. Et que le 8 octobre, le Hezbollah a dit qu'il était en guerre. Voilà, exactement. Il a employé le mot guerre. Et vu l'historique des liens entre la France et le Liban et la politique traditionnelle du Quai d'Orsay dont je vous parlais, ça donne à la France, si vous voulez, elle doit prendre une position qui est particulière, qui est à la fois influencée par cet héritage d'une ligne qu'on va résumer en disant qu'elle est gaulo-mitterrandienne. Le général de Gaulle, par exemple, était très sensible évidemment aux opinions publiques arabes et assez méfiant à l'endroit de l'État d'Israël. C'était une autre époque. Oui, je suis bien d'accord avec vous, c'était une autre époque. Mais il n'y avait même pas encore eu la guerre des 6 jours à l'époque. Il n'y avait pas encore eu le Kippour. Il n'y avait pas. Vous avez raison. Mais le ministère des Affaires étrangères. Je parle pas de vous, mais j'aime beaucoup les observateurs qui comparent au général de Gaulle
alors qu'on n'est plus du tout dans Bien la sûr, même mais il ne faut époque. pas oublier d'où on vient et d'où viennent certaines influences qui Certainement. traversent la diplomatie Non, c'est vrai. française. Ah oui, mais- Et Emmanuel Macron, si vous voulez, ce qui est complexe, il est à la croisée de tout ça. Il y a sa cellule diplomatique qui lui dit des choses d'un côté. Il y a le Quai d'Orsay qui porte une ligne qui est parfois celle de son administration. Mais il y a aussi évidemment l'inquiétude des Français juifs qui voient les actes antisémites exploser. Depuis un an, il y a des élus qui se font le relais de cette inquiétude. Et puis d'un autre côté, il y a aussi des Mais d'où ça manifestants sort, pro-palestiniens qui mais- croisent à l'occasion de ces déplacements. Louis Alter, Tout ça est un maelstrom. d'où ça sort cette punchline, appelons-la quand même, de ne pas livrer des armes pour Gaza dans ce timing. C'était pas très préparé. Au Mais c'était moment où pas il le préparé. dit. C'est-à-dire au moment où il le dit C'est-à-dire ce que week-end. c'est l'aboutissement de tout ce, j'allais dire, de ce gloubi-boulga diplomatique et de conseillers Oui. en tout genre, qui fait que, enfin, je ne peux pas. On sait tous autour de cette table, on pense qu'on veut du président de la République et c'est le président de la République, mais on peut pas se dire que il a craqué tout d'un coup sur parce que on lui a trop dit de choses et que il a fait voilà. À tout le monde. Vous il savez, a- si on met un caméléon sur une couverture écossaise, forcément, il devient fou. Hein. Ça, c'est un Mais vieux je principe. ne pense C'est un pas vieux que le principe. président soit un caméléon. Ah si, c'est un caméléon. Si vous avez la possibilité de me dire ce en quoi il croit, que ce soit en politique étrangère, en économie, en social ou en sociétal, vous êtes très très fort. Mais pour revenir à ce que disait pas mal de choses, pour revenir à ce que disait Louis très très justement, c'est-à-dire sur l'influence et son papier est excellent parce que il lève le capot et il montre Ouais, et il c'est démontre exactement ça. la manière dont ça Ouais. se passe en donnant les noms, c'est-à-dire pas simplement le nom de Monsieur Beaune, mais aussi le Ah oui, il y nom en a d'autres. du directeur de cabinet de Jean-Noël Barrot. Aurélien Le Chevalier, Monsieur qui est un diplomate. Aurélien qui est un Chevalier, camarade de l'ENA, qui est un camarade d'Emmanuel d'Emmanuel Macron. Macron. Donc c'est pour ça que vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce papier. Merci. Mais et pour aller dans ce sens, en effet, du penchant entre guillemets pro-arabe du Quai. Enfin, rappelons évidemment, ils ont dû dire, murmurer à l'oreille d'Emmanuel Macron que finalement aussi il y avait eu un embargo au moment des 6 jours de Gaulle, qu'au moment de la guerre des Kippour, du Kippour, également Georges Pompidou, on l'a oublié ça, également, avait aussi décrété l'embargo. Mais comme vous le disiez, Pierre, vous-même, il y a quand même quelque chose qui s'est passé aussi depuis ces deux époques. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a un nom, qui est le totalitarisme islamiste. Donc, évidemment, ne pas voir ça, c'est ne pas voir l'éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Palestiniens étaient des Palestiniens. Philippe Guibert. Il y a une deuxième chose qui s'est passée, c'est que la France a perdu beaucoup d'influence. Et que la comparaison avec la France de Gaulle, Pompidou et jusqu'à Mitterrand, voire Chirac, me semble tout à fait... la France n'a plus du tout la même influence au Liban et en Israël. Mitterrand allait faire un discours à la Knesset en 82. Il était invité par les autorités israéliennes. Il faisait un discours à la Knesset. Ça paraît inimaginable aujourd'hui. Et Chirac allait là-bas, on se souvient d'images. Donc le pouvoir de la France dans la région a quand même, me semble-t-il, beaucoup diminué. Évolué. Après, ça explique pas la défaillance de communication du président. C'est pas une défaillance de communication, c'est une défaillance totale d'analyse, mais vraiment une Moi, je ne crois pas parce que... Non, il y a une cohérence. Il y a quand même... On va marquer une pause et vous allez pouvoir Il y a beaucoup de choses à développer. dire. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Sur ce point. Et en attendant, il faut qu'on marque une pause 19h26. Vous êtes dans Europe 1 Soir. Louis Osalter est notre invité. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Louis Osalter du Figaro avec Joseph Massescaron et Philippe Guibert. On a parlé de l'influence de certains conseillers, de Monsieur Le Chevalier, qui est un ancien camarade de l'ENA, qui maintenant conseille diplomatiquement le directeur de cabinet de Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, avec Monsieur Beaune, qui est là pour le coup le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Mais alors, de l'autre côté, si j'ose dire, est-ce qu'il y a des conseillers qui disent on a une communauté juive qui est très importante, les massacres du 7 octobre 2023 sont des massacres perpétrés par des terroristes? Est-ce qu'il y a une autre branche aussi de conseillers qui lui dit ça, déjà, Emmanuel Macron, ou il faut qu'il écoute Europe 1 et qu'il regarde CNews? Déjà, c'est ce qu'Emmanuel Macron a dit dans son allocution. Il n'y a pas que Europe 1 qui explique que la masse est terroriste. Le Figaro le fait et Emmanuel Macron l'a fait dans son allocution juste après le 7 octobre. Donc en fait, sur la condamnation du Hamas, il n'y a pas d'ambiguïté. L'ambiguïté vient plutôt de la façon de soutenir Israël tout en condamnant ce qu'Israël fait, vous voyez. C'est ça, en fait, qui est compliqué à comprendre dans la ligne d'Emmanuel Macron. Et comme le conflit, il évolue de jour en jour, et on le voit avec les développements des dernières semaines, bah, la position de la diplomatie française doit sans cesse s'adapter. Pour répondre à votre question sur l'autre bord que la cellule diplomatique, oui, il y a des conseillers à l'Élysée qui attirent l'attention du président
sur l'opinion publique intérieure et notamment le sort de la communauté juive, qui se sent, on le voit, on l'a aussi écrit dans le Figaro, on l'a écouté sur votre antenne, qui se sent abandonnés. Il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui éprouvent un grand sentiment c'est un doux euphémisme de solitude face à l'explosion des actes antisémites. Mais il y a surtout des élus dans la Macronie, dans le camp Macron, qui a des élus qui sont pas forcément raccords entre eux sur ce sujet, comme sur bien d'autres d'ailleurs. On voit que ces tiraillements du camp présidentiel, ils existent aussi sur le sujet du conflit au Proche-Orient. Quand vous avez eu, on a entendu ce week-end la députée des Français de l'étranger, élue notamment dans la circonscription Israël, Caroline Yadan, s'élever publiquement et violemment contre la prise de position d'Emmanuel Macron sur l'embargo des armes. Pour terminer et pour revenir sur cette prise de position, parce que avant la pause, on discutait avec Joseph de savoir pourquoi Macron avait dit ça. Déjà, il le dit dans une émission qui est enregistrée, qui est diffusée à la veille des attaques, de l'anniversaire, des attentats du 7 octobre. Donc le timing est pour le moins maladroit et malvenu vis-à-vis du deuil que vit l'État d'Israël et de la détresse de la communauté juive. Ensuite, c'est surtout en fait un message qui est délivré à un public français alors qu'il s'adresse à la diplomatie américaine. Que dit la cellule diplomatique de l'Élysée ? Ça m'a amusé. Mais donc c'est confus. Les observateurs qui disent non mais de toute façon on exporte 0,2%. Enfin les armes françaises c'est 0,2% des armes. On n'est pas concernés. C'est pas du tout ça. Ils parlent aux Américains. Bien sûr. Absolument. Parce que les Américains ont travaillé. Il dit aux États-Unis arrêtez de livrer des armes. Voilà, les Américains ont travaillé à un projet de cessez-le-feu dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc ils plaident pour un cessez-le-feu tout en livrant des armes à Israël qui sont également employées dans la bande de Gaza. La position de la diplomatie française ne concerne que les armes employées dans la bande de Gaza, pas les armes qu'utilise par ailleurs Israël pour se défendre face à des tirs du roquette, notamment Joseph Massescaron. Deux petites choses. La première, c'est je voudrais juste prendre un extrait du communiqué qui a été fait par Jonathan Arfi, président du CRIF, qui dit cette phrase très juste. Si le Hamas dépose les armes, c'est la paix. Si Israël est privé d'armes, c'est la fin de l'existence d'Israël. Et ça, je crois que ça plante exactement très bien le décor. Maintenant, je voudrais revenir sur le timing. Parce que je voudrais pas qu'on arrête en disant peut-être qu'il y a des Français juifs qui conseillent Emmanuel Macron, etc. Non. Il aurait suffi tout simplement de diplomates, juifs ou pas juifs, il aurait tout simplement de diplomates qui conseillent Emmanuel Macron. Je vais dire pourquoi. Parce que le dire au moment où il y a des attaques contre le Hezbollah, ces attaques sur le Hezbollah, moi je vais vous le dire, pour les Libanais, c'est une divine surprise. Et pas simplement pour les Libanais, mais aussi pour le peuple iranien. Je vais expliquer brièvement pourquoi. Tout simplement parce que contrairement à ce que l'on pense, l'Iran ne finance pas le Hezbollah. Pour être très précis. En revanche, le Hezbollah finance, par la drogue, la prostitution, le Hezbollah finance les gardiens de la révolution en Iran, c'est-à-dire l'appareil répressif iranien qui empêche la liberté, qui tue les femmes iraniennes, n'est-ce pas, les passes d'Aran aussi. Les passes d'Aran aussi, voilà. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous dites tout simplement qu'il faut arrêter et que le Hezbollah, il faut mettre une forme de cessez-le-feu, etc., vous êtes l'allié objectif du régime totalitaire et répressif en Iran. Mais Joseph, c'était à propos de Gaza qu'il demandait ça aux États-Unis. Si. C'est les armes qui servent pour la bande de Gaza. Bien sûr. Et la position constante de la France, c'est un cessez-le-feu à Gaza depuis plusieurs mois. Ça, pour le coup, c'est stabilisé depuis longtemps. Et c'est d'ailleurs aussi la position de Biden. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une énorme faute de communication dans cette affaire, plus qu'un problème de ligne diplomatique en réalité. Parce que la position de la France... Mais je ne peux pas croire à une erreur. Je ne peux pas croire à une erreur. Le timing. Parce qu'est-ce qui lui prend, pardonnez-moi, au président de la République de sortir ça? Il est dans une émission avec des écrivains et voilà, il s'aventure sur un terrain diplomatique alors que le président ne devrait pas dire ça. Il ne peut pas dire des positions diplomatiques partout, dans tous les cas, face à tout le monde. Je suis d'accord avec vous, c'est d'abord une erreur de communication. Selon le titre fameux d'un livre, un président ne devrait pas dire ça. Voilà. En tout cas, il ne devrait pas le dire en public. Parce qu'à la limite, de faire une critique des États-Unis en disant Biden demande depuis 3 mois un cessez-le-feu à Gaza. On parle bien de Gaza, on parle pas du Hezbollah. Mais c'est vrai. Il n'empêche, vous le dites pour Gaza, ça a aussi un effet, sur ce qui se passe au Liban. Oui, enfin, disons que les deux choses pourraient quand même être séparées. On écoute... et ce n'est pas ce que justement... Si vous voulez bien, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. La force doit céder la place à la diplomatie.
Nous plaidons depuis des mois, comme la plupart des pays du monde, en faveur d'un cessez-le-feu qui permette la libération de tous les otages et l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire. Il faut être cohérent. On ne peut pas appeler à un cessez-le-feu tout en armant les belligérants. Un tel cessez-le-feu ne suffira toutefois pas à garantir la sécurité d'Israël à Gaza. Il faut que l'autorité palestinienne puisse réinvestir la bande de Gaza. Il faut que s'engagent des négociations en vue d'une solution à 2 États, la seule qui garantisse une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Il faut que cesse la colonisation en Cisjordanie, qui menace la viabilité de cette solution. Mais le temps est compté. Si nous n'y parvenons pas, nous allons droit vers une guerre régionale dont nul ne sortira gagnant. Ni Israël, ni l'Iran, ni aucun autre pays du Moyen-Orient. Avec de très lourdes conséquences pour le monde, pour l'Europe et pour la France. Nous sommes au bord de l'abîme. Il est temps d'agir avec responsabilité pour ne pas nous y précipiter. Bon, là, tout peut être repris, tout est faux là-dedans. Pardonnez-moi, tout peut être repris. Cette déclaration mais je veux dire, parler de solution à 2 États alors que ceux qui ont la donne en Palestine souhaitent tous, mais ne souhaitent qu'une chose, c'est l'effacement total. C'est dit dans leur slogan et répété. Madame Rima Hassan, qui est l'ambassadeur des Palestiniens, ne cesse de répéter. Pour un État palestinien, ils ne sont pas du tout. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que l'effacement d'Israël de la carte. Là où on pensait qu'Emmanuel Macron avait commis une faute de com, une faute de quart, une faute de tir, on ne savait pas, etc. C'est redit exactement dans les mêmes mots par Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, cet après-midi. Mais messieurs, c'est la position de la plupart des pays européens et des États-Unis. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. C'est pour ça que je maintiens que c'est une faute de communication, parce qu'Emmanuel Macron n'aurait fait que répéter qu'il était pour un cessez-le-feu à Gaza. Je vous rappelle, au passage, Georges Bensoussan, ce matin, sur notre antenne, chez Sonia Mabrouk, dit « Netanyahou est un obstacle à un cessez-le-feu à Gaza ». Georges Bensoussan, qui est un très bon connaisseur et d'Israël et de la région. Donc, que là-dessus, que la France, que d'autres pays européens, que les États-Unis soient sur une ligne, on arrête les frais à Gaza. Le chef de l'état-major à Gaza israélien vient de dire le Hamas n'a plus de moyens de nuisance contre Israël. Ça me paraît une position extrêmement défendable, et même complètement défendable. Philippe, je trouve baroque qu'un président français ne rappelle pas que 48 Français ont été assassinés par le Hamas. Je trouve ça, mais vraiment, alors que là, maintenant... C'est ce que dit Louis dans son article. C'est ce qu'il dit dans l'article, absolument. Pas un mot sur ces choses-là. Qu'il y a encore 2 otages ces atrocités. Ofer et Road, qui sont franco-israéliens, qui sont toujours... C'est vrai, tu as raison. Que le président de la République, bon sang, ne soit pas, évidemment, après le tollé. C'est-à-dire, c'est il leur dit, on continuera à lutter contre l'antisémitisme. Il ne peut pas y avoir sur cette question en même temps. C'est totalement impossible. Oui, mais celui qui sacrifie les otages, c'est Netanyahou, pour l'instant. Il a fait un arbitrage entre les otages et la guerre menée par le Hamas. Alors, c'est un arbitrage politique. Mais il y a un très bon moyen que le cessez-le-feu soit immédiat. C'est tout simplement que le Hamas libère les otages. Oui, mais quel moyen tu as sur le Hamas, tout simplement, Joseph? Demander au Hamas de déposer de cesser le feu. Et ne pas rappeler ça, enfin... mais ça, c'est une position morale, c'est pas une position politique, Joseph. Et pourquoi? Si, bien sûr que c'est une position politique. Parce que pour vous, c'est pas une position morale de ce que dit Monsieur Barrot. C'est pas une position morale en disant nous allons laisser la place à la diplomatie. L'heure est à la diplomatie. Ah oui, c'est ce que disent les pays. C'est pas parce qu'il est centriste, mais c'est quand même Joseph, un robinet d'eau tiède. Moi, vous savez, je retiens une phrase qu'a dit l'avocat Franck Tapiro hier sur Europe 1. Il a dit un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feuge. Et un cessez-le-feuge, n'oublions pas que dans cette guerre que personne n'a voulu, ou peut-être le Hamas a voulu, puisque c'est eux qui ont déclenché les massacres du 7 octobre, rejoints ensuite par d'autres terroristes, ceux du Hezbollah. Israël, aujourd'hui, joue sa survie. Voilà. Et rappelons-le quand même sur l'antenne d'Europe 1. 19h42, merci beaucoup Louis aux Alters. Je renvoie nos auditeurs à votre excellent article ce matin dans le Figaro, et nous on se retrouve juste après. À tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h. Europe 1 Soir.